Et ici, l'OTAN est un peu vague, mais si on examine attentivement les documents, et je les ai examinés de très près, il est déjà dit que, bien sûr, la population étrangère est la cible de la guerre cognitive. Ici, nous voulons contrôler les récits chez l'ennemi, mais aussi chez notre propre population. Et puis on se rend compte qu'il y a un programme qui a des facettes: défense et attaque, population étrangère et propre population. Et alors on comprend à quel point ces techniques de manipulation sont radicales et globales. Même interprétées et appliquées par l'OTAN, chaque personne est vue à tout moment au centre de cette guerre psychologique hautement manipulatrice, avec l'objectif déclaré de pouvoir pirater son esprit. C'est écrit littéralement dans les documents. Hallo zusammen, hier ist wieder Pascal auf Deutsch, denn ich rede heute. Bonjour à tous, c'est encore Pascal en allemand, car aujourd'hui je parle avec le docteur Jonas Tögel, un collaborateur scientifique à l'Institut de psychologie de l'Université de Ratisbonne, en Allemagne. Le docteur Tögel mène des recherches depuis longtemps sur les thèmes de la soft power, de la motivation et de la propagande, et écrit régulièrement des best-sellers, dont Guerre cognitive, les dernières techniques de manipulation comme arme de l'OTAN, et tout récemment paru Jeu de guerre, comment l'OTAN et le Pentagone simulent la destruction de l'Europe. Nous voulons parler de ces deux sujets aujourd'hui en deux parties. Cher Dr. Tögel, ravi que vous soyez là. Lieber Herr Dr. Tögel, schön, dass Sie da sind. Monsieur Dr. Tögel, merci beaucoup pour l'invitation. Die beiden Bücher, die Sie geschrieben haben, sind faszinierend. Les deux livres que vous avez écrits sont fascinants. Et vous m'avez également dit lors de l'entretien préalable qu'ils se construisent logiquement l'un sur l'autre. Nous voulons maintenant d'abord discuter brièvement du premier livre, La guerre cognitive. Pourriez-vous me dire, de manière générale, de quoi il s'agit dans la guerre cognitive? Comment l'OTAN travaille-t-elle avec cela? Et que devrions-nous absolument savoir à ce sujet? Und was sollten wir unbedingt darüber wissen? Alors, si je devais expliquer la guerre cognitive en une phrase, je dirais que la guerre cognitive est la forme la plus avancée de manipulation qui existe aujourd'hui. Avec cela, j'ai déjà compris beaucoup de choses. C'est une phrase très concise, et elle ne vient pas de moi, mais de Marie-Pierre Raymond. C'est une experte canadienne en défense, et elle prononce cette phrase dans le cadre d'un concours d'innovation sur la guerre cognitive, lancé par l'OTAN en 2021. Cela signifie que nous avons affaire à un programme officiel de l'OTAN concernant la guerre cognitive, qui existe en tant que tel depuis 2020 ou 2021. Et c'est simplement un programme qui est un terme générique pour la guerre psychologique. Cela existait déjà. La guerre de l'information, cela existait déjà. La propagande de guerre, cela existait déjà. La guerre cognitive englobe en fait toutes ces sous-disciplines comme un terme générique. Elle regroupe toutes les techniques de manipulation que nous avons déjà, les accentue encore et examine également comment ces manipulations peuvent être poussées plus loin à l'avenir. Et maintenant, on peut se demander un instant, pourquoi la guerre psychologique? Pourquoi la guerre cognitive? Pourquoi nos pensées et nos sentiments font-ils partie de la guerre? Les militaires ne combattent-ils pas avec des chars, des navires et des avions? Je dois dire que cette distinction entre le hard power et le soft power est très importante. Pour résumer brièvement, le hard power est la force militaire. Ce sont les chars, les navires, les avions. L'OTAN a également défini pour elle-même des théâtres de guerre, sur l'eau, sur terre et dans les airs. C'est là que l'on combat simplement avec ces armes de la puissance dure. Et puis nous avons un nouveau théâtre de guerre, c'est l'espace, depuis 2019. Nous avons Internet depuis 2016. Cela signifie que nous avons ces 5 théâtres de guerre qui existent déjà et sur lesquels on combat déjà. Et maintenant, on dit qu'il y a un déplacement de signification, loin de cette puissance dure, loin de la violence militaire vers la puissance douce. Et la puissance douce,
C'est simplement la lutte pour nos pensées et nos sentiments. Avec un exemple expliqué, si je dis « Comment peut-on rendre cette distinction si tangible ?» Alors je dirais « Pensez à l'allégorie de la caverne de Platon. Ce sont, si on esquisse cela très brièvement, peut-être que nous pouvons aussi insérer une image ici. Mais on voit, des gens sont en bas, prisonniers dans une caverne, et ils reçoivent des illusions projetées sur le mur. Et la question est, comment puis-je maintenir les gens en bas dans la caverne? Si je le faisais avec du hard power, alors je dirais, je mets des chaînes aux gens. Je leur mets peut-être des entraves aux pieds pour qu'ils ne puissent pas sortir. Ensuite, ils ressentent cette contrainte. Ils se rebelleraient toujours. Ils scieraient peut-être, bricoleraient d'une manière ou d'une autre, et essaieraient de se débarrasser de ces entraves pour scier d'une manière ou d'une autre et atteindre le chemin vers le haut. Et avec le soft power, je fais cela tout à fait différemment. J'ai des illusions qui sont projetées sur le mur. Ils regardent captivés les histoires qui leur sont racontées. C'est comme un film qui se déroule sur le mur devant eux. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont prisonniers, car ils sont tellement captivés par les illusions qui les aveuglent en réalité. Ils sont influencés par ces techniques de soft power. Si je le réduis à un niveau psychologique, ce sont des techniques d'influence qui nous influencent de telle manière que nous ne nous en rendons même pas compte. Nous n'avons aucune résistance contre cela. Ce sont justement ces techniques de soft power. Et bien sûr, elles ont toujours existé dans la guerre. Mais elles deviennent de plus en plus importantes maintenant, car l'OTAN a en fait reconnu que les pensées et les sentiments des gens sont la clé de la nouvelle forme de guerre, cette guerre cognitive. C'est pourquoi, logiquement, un sixième théâtre de guerre va émerger. Le sixième théâtre de guerre de l'OTAN en plus des 5 qui existent déjà. Et ce sixième théâtre de guerre sera l'être humain lui-même. On peut déjà se rendre compte de la radicalité de ce programme. Il s'appellera Human Domain ou Cognitive Domain. La discussion est encore en cours. Rien n'est encore décidé. Donc, soit l'ensemble de la personne, soit seulement, entre guillemets, nos pensées et nos sentiments, nos cognitions, qui sont au centre de cette guerre. Mais on voit aussi que c'est un programme très radical. Il poursuit l'objectif déclaré de pouvoir pirater notre esprit comme un ordinateur. Et ces techniques de soft power deviendront de plus en plus importantes à l'avenir. La guerre cognitive en tant que telle est un programme officiel de l'OTAN. Mais il est également important pour moi de souligner que cette lutte pour les pensées et les sentiments se déroule à l'échelle mondiale. Ces techniques de soft power ne sont bien sûr pas utilisées uniquement par l'OTAN. Nous avons des programmes similaires de la part de la Russie, nous avons des programmes similaires de la part de la Chine, comme le contrôle réflexif par exemple, ou la guerre libre. Et bien sûr, d'autres pays ont également leur propre programme de manipulation. Cela signifie que nous sommes déjà confrontés à l'échelle mondiale à cette lutte pour nos pensées et nos sentiments. Je dis qu'il est important d'éclairer à ce sujet, que les gens comprennent que leurs pensées, leurs sentiments sont quotidiennement l'objet de combats avec les armes de manipulation les plus modernes, et c'est pourquoi nous devons en parler. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et je suis heureux que vous ayez maintenant des recherches à ce sujet. Mais c'est en fait contre-intuitif, car les autres théâtres de guerre sont perçus comme une guerre contre un adversaire. Mais cette guerre cognitive, telle que je la comprends, est surtout tournée vers l'intérieur. Ou est-elle aussi dirigée vers l'extérieur, vers la population de l'adversaire ou des adversaires? Et quelle est la distinction avec la diplomatie publique, notamment dans les études de diplomatie, où l'on essaie d'influencer la population des autres pays et de provoquer des soulèvements ou quoi que ce soit d'autre? Mais c'est aussi un domaine de recherche qui existe depuis longtemps en diplomatie.
En quoi la guerre cognitive s'en distingue-t-elle? in der Diplomatie lange gibt. Wie unterscheidet sich die kognitive Kriegsführung davon? Tout d'abord, je vous remercie pour les termes que vous avez introduits. Bien sûr, on peut encore les compléter. Il y a aussi la diplomatie culturelle, la diplomatie publique, les relations publiques, la guerre de l'information, la guerre psychologique, la propagande, la publicité, la diplomatie, etc. Il y a vraiment beaucoup de termes. On se retrouve face à une sorte de confusion terminologique. Je suis encore de l'avis de cette école de pensée du professeur Kubat, qui dit simplement qu'il faut redéfinir précisément les termes. Je dis donc que pour comprendre ce que signifie tout ce désordre terminologique, le concept de soft power est central. Tous ces termes reposent d'une manière ou d'une autre sur ces techniques de soft power, sur ces armes d'influence, selon Cialdini, que nous ne percevons même pas. Ce combat pour nos émotions est ainsi simplement perpétuel. Et la question passionnante que vous posez maintenant, et c'est aussi le cas dans la guerre cognitive, on remarque que les deux aspects sont discutés, ces différentes facettes. Tout d'abord, la question. La guerre cognitive est-elle en réalité une défense ou une attaque? Et bien sûr, les militaires la présentent toujours ainsi. Oui, l'adversaire le fait, nous sommes au centre de la guerre psychologique ou cognitive russe. Nous sommes tous au centre de la guerre cognitive chinoise. Et du point de vue militaire, il est bien sûr compréhensible de dire que nous devons nous protéger contre cette lutte pour nos pensées et nos sentiments, de notre population qui se déroule ici. Nous devons protéger notre population pour qu'elle ne se laisse pas influencer par de mauvaises idées, car l'adversaire essaie, pour ainsi dire, de contrôler ses récits, etc. Et en même temps, on dit que oui, une attaque ne serait pas mal non plus. Par exemple, si l'on amène une population étrangère à renverser son propre président, il n'est même plus nécessaire d'intervenir militairement dans le pays, car on atteint ses objectifs politiques de manière douce. Ainsi, la guerre cognitive est déjà à double tranchant ici. Elle est à la fois défense et attaque. Et maintenant, l'autre question passionnante que vous avez soulevée. Et là aussi, je pense que l'OTAN est bien consciente qu'elle évolue sur une glace très, très mince, car elle sait pertinemment que dans certains pays, il est illégal pour l'armée ou les gouvernements d'influencer psychologiquement leur propre population. C'est interdit. J'ai déjà parlé avec des juristes. Je me dis en fait, par exemple en Allemagne, un gouvernement ne devrait pas du tout faire de campagne publicitaire manipulatrice basée sur la psychologie. Il ne devrait qu'informer. Et quand je dis, attendez une minute, mais qu'en était-il de ces campagnes publicitaires pendant le corona, etc. Elles étaient très émotionnelles, alors nous disons, oui c'est vrai, cela devrait en fait être interdit. Mais ensuite, ils vont vraiment avec des juges, ou même avec des professeurs, etc., qui rédigent des expertises tout le temps, qui disent, d'accord, nous avions tellement de travail pendant la période corona. Le sujet est presque trop pour nous. Il faudrait aussi l'examiner, mais nous ne pouvons pas nous en occuper pour le moment. Mais juste pour que ce soit clair, ce point qui est au centre est bien sûr aussi une question juridique très intéressante. Et ici, l'OTAN est un peu vague. Mais si on examine les documents de près, et je les ai examinés très attentivement, il est déjà dit que bien sûr la population étrangère est la cible de la guerre cognitive. Ici, nous voulons contrôler les récits chez l'ennemi, mais aussi chez notre propre population. Et puis on se rend compte qu'il y a un programme qui a des facettes. Défense et attaque, population étrangère et population propre. Et alors, on comprend à quel point ces techniques de manipulation sont interprétées et appliquées de manière radicale et globale par l'OTAN. Chaque personne est à tout moment au centre de cette guerre psychologique hautement manipulatrice, avec l'objectif déclaré de pouvoir pirater son esprit. C'est littéralement ce qui est écrit dans les documents. Qui écrit de telles choses?
Je me demande simplement, parce que c'est vraiment perfide. Cela doit bien aussi apparaître aux personnes qui écrivent cela, qu'on discute ici de la manière de manipuler sa propre population. C'est évidemment de cela qu'il s'agit. Et peut-être aussi la question, jusqu'où cela remonte-t-il? En psychologie, nous savons que Edward Bernays, le neveu, je crois, de Sigmund Freud, a déjà commencé à réinterpréter les idées de Freud pour les relations publiques, et que cela remonte un peu à la Seconde Guerre mondiale, aussi bien la connaissance que l'application. Jusqu'où cela remonte-t-il? La guerre cognitive est-elle quelque chose de nouveau, ou est-ce simplement le dernier cri pour désigner une vieille idée? Der neueste Schrei, wie man jetzt eine alte Idee nennt. C'est certainement les deux. Donc bien sûr, comme vous le dites justement, cette guerre cognitive n'est pas apparue du jour au lendemain. Et soudainement, en 2020, les militaires ont réalisé que la haute psychologie est également importante et que nous avons maintenant besoin de propagande de guerre. Et avant, cela n'existait pas du tout. Mais elle a bien sûr une très longue histoire. Nous pourrions remonter aux origines. Comme cela apparaît dans le livre, cela existe déjà pendant la Première Guerre mondiale. C'était, si l'on veut, le grand péché originel de la propagande. Il faut comprendre qu'environ 17 millions de personnes sont mortes pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est déjà une leçon importante et douloureuse lorsqu'on s'intéresse à la propagande, que les gens ne commencent jamais spontanément à s'entretuer en grands groupes parce qu'ils se haïssent tant. Mais cette haine, il faut d'abord l'implanter. Il faut d'abord empoisonner les pensées et les sentiments avec de la propagande. Pendant la Première Guerre mondiale, cela a été fait de manière très efficace. Toutes les nations impliquées dans la guerre avaient leur propre commission de propagande. Elles ont bien sûr utilisé le média de masse de l'époque, les journaux, et en même temps le savoir et la psychologie pour empoisonner les pensées et les sentiments des gens. Un bain de sang incroyable en a résulté. Et cela a été bien sûr pour l'industrie des relations publiques encore très jeune à l'époque, notamment Edward Bernays, Walter Lippmann, Karl Bayer, etc., et aussi George Creel aux États-Unis, qui a dirigé cette célèbre commission de propagande, la Creel Commission. C'était déjà un moment de réveil de voir à quel point c'est impressionnant, n'est-ce pas, ce que nous avons comme moyen de pouvoir avec ces nouvelles possibilités. Et ce qui s'est réuni, c'était justement les médias de masse, qui n'existaient pas de cette manière dans l'histoire auparavant. Les journaux à l'époque, puis la radio est arrivée, ensuite nous avons eu plus tard la télévision, etc. Et la psychologie, donc la science empirique, les sciences sociales, la connaissance de la psyché humaine, les deux ont été combinés. Et cela a donné, il y a déjà 120 ans, ce cocktail dangereux de manipulation très efficace. Et aujourd'hui, cela s'est bien sûr toujours plus accentué. La recherche psychologique a fait des progrès. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement des journaux, nous n'avons pas seulement la télévision, nous n'avons pas seulement la radio, mais nous avons aussi Internet. Chaque personne passe en moyenne, chaque adulte, environ 7 heures par jour sur Internet dans le monde entier. Cela signifie que si nous reprenons l'allégorie de la caverne de Platon, ce sont en fait ces illusions qui sont projetées en permanence sur les murs. Ce sont les images à partir desquelles nous construisons notre monde. Cela signifie que nous ne pouvons pas voyager ensemble en Russie, puis en Chine, puis voir ce qui se passe aux États-Unis et nous faire une idée sur place. Mais nous dépendons de ces médias comme intermédiaires. Ainsi, avec une consommation médiatique très élevée et une connaissance très élaborée et détaillée de la psyché humaine, nous avons aujourd'hui encore accentué ce cocktail. Et nous avons des techniques de manipulation modernes comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire. On pourrait maintenant aborder les technologies futures, les nanorobots, le Human Autonomy Teaming. Ce sont les technologies, l'interface de la recherche en ce moment, qui travaillent sur des domaines où l'on ne sait même pas ce qui existe déjà.
ce qui n'existe pas encore, ce qui relève de la recherche militaire secrète. Mais simplement, si on résume grossièrement, cette propagande qui a toujours existé est regroupée, est accentuée et est poussée à l'extrême. C'est la guerre cognitive. Wie funktioniert das in freien Comment cela fonctionne-t-il dans les sociétés libres? Deutschland, Schweiz, Allemagne, Suisse, Japon, États-Unis, où nous supposons que les médias, bon, ils ont peut-être un mandat d'État, ils ont peut-être certaines tendances à gauche, à droite, peu importe, mais ils ne sont pas directement contrôlés par le siège de l'OTAN à Bruxelles. Nous savons maintenant aussi, grâce à Noam Chomsky, qu'il a décrit des mécanismes. Mais comment cette guerre cognitive est-elle pratiquement mise en œuvre par l'OTAN ou quels sont les plans pour la mettre en œuvre concrètement? praktisch eigentlich umgesetzt oder was sind die Pläne, sie praktisch umzusetzen? Das ist echt eine gute Frage, weil natürlich die Dinge jetzt nicht so. C'est vraiment une bonne question, car bien sûr, les choses ne sont pas communiquées de manière aussi ouverte maintenant. Il y a de temps en temps des études à ce sujet, et il y a effectivement encore beaucoup de recherches nécessaires. Il y a une étude du groupe de la gauche au Parlement européen, qui est sortie il y a 2 ou 3 ans, qui a constaté et dit « D'accord, nous savons que du côté de l'OTAN, le danger est bien sûr toujours souligné, et que la recherche se concentre très très fortement sur la manière dont la propagande est utilisée du côté russe, comment la propagande est utilisée du côté chinois. » Von chinesischer Seite mit Propaganda gearbeitet. Aber wir blicken jetzt mal in unserer Studie genau auf Mais nous examinons maintenant dans notre étude précisément la question que vous venez de poser, et voyons comment l'OTAN procède en réalité, et comment notre paysage médiatique est structuré ici, et comment on parvient à faire en sorte que ces informations atteignent les gens de la manière souhaitée par l'OTAN. Et ils ont constaté qu'il existe un réseau de think tanks, c'est-à-dire de laboratoires d'idées, qui fournissent simplement des experts pouvant participer aux émissions de débat, etc. Cela signifie qu'il existe déjà en arrière-plan des réseaux qui se construisent, qui ne sont pas encore précisément étudiés, mais cela pourrait être un indice. Un autre indice, je dirais, est que nous devons regarder cette initiative d'intégrité. Da müssen wir auf diese Integrity Initiative blicken. Das ist ein ganz spannendes Thema. C'est un sujet très passionnant. C'était en principe un réseau composé de services secrets, de militaires, d'experts, de journalistes, et ils étaient initialement basés bien sûr au Royaume-Uni, financés entre autres par Facebook, également par l'OTAN, ainsi que par le ministère britannique. Ils scrutaient en fait le paysage médiatique en Russie, et parmi toutes les informations provenant de Russie, ils filtraient celles qui étaient très critiques envers la Russie et qui la présentaient simplement sous un mauvais jour. Par exemple, lorsqu'un critique du gouvernement était arrêté, lorsqu'il y avait une manifestation critique envers le gouvernement qui était réprimée, ou en cas de scandale politique. Was auch immer, wenn es einen politischen Skandal gab. Und diese Meldungen wurden gefiltert und wurden bei uns dann gezielt. Ces informations ont été filtrées et ensuite amplifiées de manière ciblée chez nous, pour ainsi dire, diffusées dans tout le paysage médiatique. L'objectif était simple, mot-clé manipulation culturelle. On voulait que la Russie soit perçue aussi négativement que possible par l'OTAN, afin que l'image de la Russie soit négativement influencée auprès de nos populations. Cela a été découvert parce qu'ils se sont étendus. Ils ont ensuite formé des clusters dans d'autres pays, car ils ne se contentaient pas de rapporter négativement sur la Russie, mais ont commencé à s'engager dans des activités politiques internes, ce qui est bien sûr très très proche de la frontière de l'illégalité. Ils ont par exemple Jeremy Corbyn, c'était au Royaume-Uni, qui a été considéré comme trop favorable à la Russie, et il a ensuite été discrédité indirectement. Donc l'Integrity Initiative n'a pas dit « Bonjour, nous sommes l'Integrity Initiative, Jeremy Corbyn est mauvais », mais ils ont trouvé des experts, ils ont trouvé des journaux qui ont ensuite écrit des articles. Jeremy Corbyn est un idiot utile pour Poutine, car il est en faveur de la Russie. En Espagne, c'était Pedro Banos qui a été pris pour cible. Et ainsi, on a réussi, avec des campagnes de diffamation, il faut le dire ouvertement, à écarter
des politiciens et politiciennes indésirables. Cela a été découvert. En 2018, cela n'a pas vraiment été élucidé. L'Integrity Initiative a ensuite en quelque sorte disparu. Aujourd'hui, si on regarde le compte Twitter, c'est un compte suspendu ou un ancien compte. Mais ce serait deux possibilités de travailler avec des réseaux, avec des think tanks. Et ce sont les résultats d'études que nous avons pour le moment, et il est certainement encore nécessaire de mener des recherches. Und werden diese Netzwerke und Ces réseaux, et cela frappe de nombreuses personnes qui, disons, regardent les médias sociaux, critiquent, remarquent qu'il existe des connexions qui fonctionnent principalement par des flux financiers. Donc peut-être un autre domaine, mais similaire aux think tanks, aux ONG, qui reçoivent en partie des financements de sources assez centrales, également des États-Unis ou de financement allemand. Mais il y a de nombreux acteurs impliqués qui y travaillent. Ce n'est pas simplement que l'OTAN alloue des fonds et laisse ensuite tout se dérouler. Avons-nous ici affaire à un phénomène où différents États et différentes institutions se sont en quelque sorte déjà mis d'accord épistémiquement sur le fait que, oui, c'est ce dont nous avons besoin et visent ensuite dans une direction similaire? Ou y a-t-il encore plus d'intégration dont je ne peux pas me faire une idée pour le moment? oder ist noch mehr Integration da, von der ich mir im Moment nichts vorstellen kann? Alors, ce sont les résultats de recherche concrets que j'ai à ce sujet. Et ce qui me frappe, c'est, je crois, déjà ce point de Chomsky. Chomsky et Herman ont développé ce modèle de propagande en 1988, où ils ont simplement présenté différents filtres et ont dit que la réalité médiatique qui nous parvient est très très fortement filtrée. Et l'un de ces filtres est justement l'idéologie. C'est ce combat pour l'hégémonie interprétative, pour le récit dominant, qui est soutenu par beaucoup. À l'époque, l'idéologie était encore, en 1988, la guerre contre le communisme. Et bien sûr, plus tard, ils ont été interviewés à nouveau, et on leur a demandé si le modèle était toujours valable. Et puis ils ont dit, bon d'accord, maintenant nous avons simplement une autre idéologie. Maintenant l'idéologie est la guerre contre le terrorisme. Et aujourd'hui, la question était bien sûr de savoir si la guerre contre le coronavirus appartient à ce filtre ou simplement la guerre contre la Russie, la guerre contre un Poutine qui, pour ainsi dire, vit actuellement ses désirs d'expansion et ses désirs impériaux. Et il semble déjà que ce soit un point que cette attitude fondamentale se perpétue naturellement. Vous avez dans la recherche des articles qui sont publiés où cela est dit, pour ainsi dire comme phrase d'introduction. Il est tout à fait clair que nous avons ici une Russie qui aspire à la puissance impériale. Et c'est pourquoi il est ensuite expliqué comment mener ce combat de propagande. Et je pense que c'est déjà un domaine qui joue certainement un rôle. Mais je dois admettre que je spéculerais déjà un peu sur l'apparence exacte de ces réseaux. Et c'est bien sûr aussi le problème. Par exemple, quand on pense à l'opération Mockingbird de la CIA à l'époque de la guerre froide, où des agents secrets et des militaires ont essayé d'influencer la couverture médiatique. Cela se passait en secret, c'est-à-dire qu'ils étaient assis quelque part dans les salles de rédaction et ils transmettaient parfois simplement des informations aux journalistes. Au début, elles étaient correctes. Et ensuite, les journalistes ont bien sûr fait confiance à la source d'information. Et il y avait alors des informations qui n'étaient plus correctes et qui étaient simplement manipulatrices. Et ainsi, il est très très difficile de le prouver. Si l'on poursuit les recherches, on pourrait bien sûr aussi se pencher sur ces cyberarmées qui existent actuellement. Cela a été révélé en 2008 ou 2009, c'était un rapport dans le Tages-Anzeiger suisse, où un rédacteur a explosé et a dit qu'il ne pouvait plus travailler librement parce qu'il avait constamment le Pentagone sur le dos. Et il est alors apparu qu'il y avait 27 000 employés de relations publiques du Pentagone qui exerçaient constamment une influence sur les médias. Donc, vous avez certainement, comme vous l'avez mentionné, un réseau d'influence.
Et puis on n'a plus rien entendu pendant longtemps. Von Einfluss. Und dann, ja, hat man lange nichts mehr gehört und es kam ja dann vor 2 oder 3 Jahren. Et il y a 2 ou 3 ans, ce rapport est également sorti, indiquant qu'il existe désormais une division secrète du Pentagone, la plus grande armée secrète de l'histoire de l'humanité, selon cet article. 60 000 employés de relations publiques du Pentagone qui ont également pour tâche d'aller sur les réseaux sociaux, de créer des comptes, de poster des messages, d'influencer la couverture médiatique. Et ce sont tous des points où je dis que nous avons manifestement affaire à une manipulation flagrante du paysage médiatique. Mit einer krassen Manipulation auch der Medienlandschaft zu tun. Und wenn man möchte, man könnte jetzt auch noch auf das Weltwirtschafts- Et si on le souhaite, on pourrait maintenant aussi regarder vers le Forum économique mondial. Ces cyberarmées, qui sont très efficaces, sont bien connues. Elles ont eu pendant la période du Covid-19 100 000 soi-disant volontaires de l'information à leur service, qui ont agi sur Internet contre la désinformation, contre les fausses nouvelles, etc. Et là, je dis en tant que scientifique, vous savez aussi qu'il faut vraiment examiner ces termes de près. Qu'est-ce que la désinformation en réalité? Qu'est-ce que la mésinformation? Ce n'est pas précisément défini, mais c'est ainsi qu'on parvient toujours à exercer une forte influence sur la couverture médiatique publique. Et la lutte pour l'espace numérique est bien sûr en plein essor ici. Etwas, was mir auffällt bei diesen Narrativen, und Sie Ce qui me frappe dans ces récits, et vous le décrivez d'ailleurs aussi dans votre 2e livre, dont nous parlerons dans un instant, c'est qu'un pilier fondamental de ces récits est qu'ils sont extrêmement simples, très simplistes, extrêmes. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'ils se contredisent constamment en interne. Par exemple, dans le récit de guerre contre la Russie, on dit actuellement, d'une part, que les Russes sont la plus grande menace pour l'Europe depuis l'existence du continent, donc pire que l'Union soviétique, et ainsi de suite. Existenz des Kontinents, also schlimmer als die Sowjetunion und so weiter. Gleichzeitig wurde dann aber über lange Zeit auch immer wieder gesagt. En même temps, on disait aussi pendant longtemps que non, la Russie est faible. L'armée s'enfuit. Ils ne peuvent rien faire. Ce sont des perdants. Et il fallait croire les deux en même temps. Il y avait des contradictions similaires avec le Covid, donc le vaccin nous sauve. Mais tout le monde doit l'avoir. Sinon, il ne sert à rien. C'est une contradiction directe. Mais j'ai constaté que cela fait partie du dogme du récit, que cela ne soit pas remis en question. Est-ce un élément de la façon dont tout cela fonctionne, aussi psychologiquement? Ou est-ce que je vois des fantômes sur le mur? Oder sehe ich hier Gespenster an der Wand? Nein, ich sehe es ganz genauso. Man kann es eigentlich Je le vois exactement de la même manière. erklären und mit diesem On peut l'expliquer assez bien avec Edward Bernays et ce biais de confirmation. Zusammenhang, den Je pense que c'est un point important dans ce contexte que nous portons en nous. sagt eigentlich, dass wir Le biais de confirmation dit en fait que nous sommes tous construits de manière à trier les informations qui arrivent. neu eintreffen. Nous nous demandons si les nouvelles informations correspondent à ce que je sais déjà ou si elles contredisent ce que je sais déjà. Zu dem, was ich schon weiß. Si elles correspondent et confirment ce que nous savons déjà, alors nous les acceptons et disons « Super, ça colle. Excellente information. J'ai encore appris quelque chose. Sagen, super, passt, tolle Information, habe ich wieder was gelernt. Wenn die dem widersprechen und wenn es so eine kognitive Lorsque cela contredit nos croyances et qu'il y a une dissonance cognitive, lorsque nous nous y intéressons, nous avons tendance à simplement rejeter les nouvelles informations et à dire « Non, cela ne m'intéresse pas. C'est sans importance. » einfach so, Et ainsi, il est simplement vrai que ce discours rationnel, qui serait en fait extrêmement important dans une démocratie, et comme vous le dites, que l'on échange simplement de manière complexe sur des questions de fond, que l'on éclaire différentes facettes, que l'on présente ouvertement les arguments et que l'on discute simplement, nous est très difficile, car nous n'aimons pas du tout être convaincus du contraire. weil wir uns alle super ungerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Und ich meine, viele Zuseherinnen und Zuseher, Et je veux dire, die das jetzt hören, beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices qui entendent cela maintenant peuvent se demander combien de fois nous entrons réellement dans une discussion en disant gehen wir in die Diskussion, « Cette fois, je vais me laisser complètement convaincre du contraire ». richtig ist und ich Ou bien, sage es mal, entrons-nous dans la discussion en disant « Je sais ce qui est juste
et je vais convaincre mon interlocuteur qu'il ou elle a tort. Et c'est ainsi que nous sommes tous, bien sûr. Et puis, il devient difficile de mener un échange rationnel. Et c'est là que ces récits simplistes, ce terrain de jeu émotionnel entre en jeu, et nous en arrivons à Bernays, qui l'avait très bien compris. Il disait déjà à l'époque que si nous croyons pouvoir convaincre les gens de manière rationnelle, nous nous trompons. Nous devons travailler de manière émotionnelle dans la propagande. Et alors nous avons des messages émotionnels très simples. Si nous restons simplement sur les récits, c'est simplement une histoire où il doit être absolument clair qui est l'ennemi, qui est le méchant. S'il était inhumain, alors une dévalorisation démonisante entre en jeu. Le président adverse est de toute façon un diable. C'est aussi une stratégie. Nous l'avons déjà eu pendant la Première Guerre mondiale. Et comme vous le dites, on a alors des récits super simples qui n'ont pas beaucoup de sens quand on les regarde de manière rationnelle. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des affiches, par exemple, aux États-Unis, de cette commission Creel. Ils avaient des grimaces, vraiment avec des dents serrées, etc. Et ils portaient encore un casque à pointe, censé représenter les soldats allemands. Ils avaient une matraque ensanglantée à la main, ils portaient une vierge dans les bras, et on disait alors « ce sont les Allemands, et maintenant en route pour la guerre ». Et si on pose la question de manière rationnelle, un instant, est-ce que cela a vraiment du sens? Ce message, que nous avons affaire à des bêtes, ou ne sont-ils pas aussi des êtres humains? Est-ce vraiment vrai? Cela signifie qu'ils s'effondrent quand on reconnaît les techniques, quand on réfléchit rationnellement. Est-ce vraiment possible? Mais la propagande ne fonctionne pas de manière rationnelle. Elle fonctionne purement émotionnellement. Elle s'adresse directement aux sentiments. Des récits très simples que nous pouvons assimiler très rapidement, pour lesquels nous n'avons pas besoin de beaucoup d'efforts cognitifs pour avoir intégré les messages, pour ainsi dire. Et c'est précisément pour cela qu'elle est encore si efficace aujourd'hui. Peut-être une dernière question sur le sujet. Comment pouvons-nous le mieux nous défendre contre cela? En tant qu'individu, nous devons non seulement nous défendre contre les campagnes de désinformation. Wie verteidigt man sich als Individuum gegen kognitive Kriegsführung? Il est simplement important pour moi que, comme vous l'avez dit, cette confiance pour laquelle on se bat soit au centre. La guerre cognitive est toujours un combat pour la confiance. À qui accordons-nous notre confiance? Et j'essaye simplement de donner aux gens ces lunettes. Comment fonctionnent réellement les techniques? Et ensuite, les gens peuvent les mettre comme des lunettes, lorsqu'ils savent qu'on utilise la propagande, qu'on utilise la déshumanisation. J'ai l'effet de majorité, où je prétends toujours que la majorité est déjà convaincue d'une certaine chose. J'ai des figures d'autorité, où je dis que telle personne connue, scientifique, hautement décorée, politicienne, politicien, qui que ce soit, le dit aussi. Et ainsi, on peut en fait construire une sorte de boîte à outils de manipulation qui fonctionne très très bien en combinaison. Et plus les gens connaissent ces techniques, et c'est vraiment une grande préoccupation pour moi, plus ils peuvent aussi remettre en question ces techniques de manipulation. Ils peuvent neutraliser la manipulation lorsqu'ils réalisent que la guerre cognitive cherche toujours à obtenir l'approbation pour des actions de guerre. Elle veut que nous portons en nous des images d'ennemis, que nous approuvions les livraisons d'armes, que nous trouvions bien que certains pays soient combattus. Et là, je dis, quand on se rend compte que la violence guerrière, que la violence militaire, ce pouvoir dur, n'est jamais une solution pour résoudre les conflits. Cela ne mène pas à plus de démocratie. Cela ne mène pas à plus de droits de l'homme, peu importe les histoires simples que l'on raconte. Mais cela mène toujours à la souffrance, à la mort, au traumatisme.
Et si l'on se rend compte que même ces techniques de soft power, cette manipulation des uns et des autres, ne mènent finalement pas à plus de démocratie, pas à un discours rationnel, à un échange d'idées fondées, que nous veillons à ne pas nous dévaloriser, à ne pas nous manipuler, à résoudre les conflits sans violence, et que nous nous demandons très précisément à qui nous accordons notre confiance. Si nous y parvenons, alors nous aurons déjà neutralisé une grande partie de la guerre cognitive. Et je suis convaincu que nous pouvons y arriver. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir das schaffen können. Je suis heureux que nous terminions la première partie de la discussion sur une note aussi optimiste. Nous reviendrons tout de suite pour la deuxième partie. Wir kommen gleich zurück zum zweiten Teil.